À la une ce soir, nous consacrons un dossier sur les lourdeurs administratives au Burkina Faso, des lenteurs, des procédures administratives à n'en point finir qui entravent le fonctionnement à plusieurs niveaux, particuliers, usagers, entrepreneurs, tous payent le lourd tribut. Vous entendrez des témoignages révoltants ce soir. Et dans la chronique économie de ce lundi, Archimède Boy revient sur le budget consacré au secteur de la défense et de la sécurité de 200 milliards de francs CFA en 2018. Le budget est passé à près de 500 milliards en 2022, une hausse qui n'a pas d'impact positif sur la lutte contre le terrorisme au front. Il ressort la grande partie de ce budget est engloutie par les dépenses de fonctionnement au détriment des autres lignes. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir. Mais après plusieurs reports, le tribunal de grande instance de Ouagadougou se penche sur la crise qui secoue le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Une guerre de leadership oppose Edi Komboyogo à Achille Tapsoba. Le camp Edi Komboyogo avait saisi la justice pour tenter d'interdire à Achille Tapsoba et son groupe de représenter le parti et d'utiliser son logo, entre autres, dans une décision donc rendue publique ce lundi. Un extrait de l'ordonnance rendue donc qui précise qu'il n'y a pas lieu, je cite, à ordonner les mesures sollicitées. Le tribunal condamne également le CDP représenté par Edi Komboyogo aux dépens. En clair, le tribunal n'a pas tranché. Le juge n'a pas accédé aux requêtes de Edi Komboyogo, mais il ne donne pas raison au camp d'Achille Tapsoba. En d'autres mots, le juge se déclare donc incompétent pour juger de l'affaire. La situation donc reste-t-elle sans changement? Cette décision rendue ce lundi est diversement appréciée par les deux camps. Achille Tapsoba a immédiatement produit un communiqué dans lequel il annonce sa victoire et appelle les militants à faire bloc autour du président d'honneur Blaise Compaoré. Argument rejeté ce soir même tout à l'heure par Edi Komboyogo. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. Tout est urgent, allez vite, changer de paradigme, disait Ibrahim Traoré au secrétaire général des départements ministériels. Le capitaine-chef de l'État ne croit pas, si bien dire, l'administration publique burkinabé reste engluée dans des lourdeurs inexplicables. Le manque à gagner est énorme, les usagers ne savent plus à quel sein se vouer. C'est un dossier signé Océan d'abonnés, Archimède Boy. Inoussa Dao est sculpteur. En 2016, il a obtenu un marché de gré à gré pour la réalisation de la scénographie dans le pavillon de la créativité lors de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. 6 ans après sa prestation estimée à 7 millions de francs CFA, il n'a toujours pas été payé par les organisateurs de l'événement. On était 8 à ne pas être réglés. Donc on s'est créé en collectif et on est allé voir le responsable en son temps, qui nous a fait comprendre en son temps que le DAF qui devait envoyer tous les contrats pour que le comptable signe ne l'a pas fait pendant l'édition. Il était débordé, donc c'est après l'édition qu'il a envoyé. Et ce dernier a refusé aussi de signer parce que voilà, c'était pendant l'édition qu'on devait le faire. Donc il y avait un problème interne que Medelaire donnait du temps pour qu'il règle ce problème interne et puis ils allaient nous revenir. Dès lors, va débuter un balai procédural qui va conduire ce dossier successivement auprès du conseil d'administration du CIAO, du ministère du Commerce, de l'économie et aux dernières nouvelles à l'ASCE-LC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Pour Inoussa Dao, c'est un manque à gagner qu'il faut combler car toutes ces prévisions sont tombées à l'eau. Quand ils avaient dit qu'ils allaient nous régler dans les jours à venir, j'avais même planifié, on avait planifié avec ce budget pour même participer à des foires à l'extérieur. On avait même réservé un salon pour la foire de Berlin, en comptant sur la bonne volonté et la bonne foi de l'administration du CIAO. Chose qui ne s'est pas tenue, on a décalé.
Déçu, cet artisan dit s'en remettre à la bonne foi du directeur général du CIAO. Il nous confie que selon ce dernier, ce n'est pas un problème de ressources au niveau de l'État, mais plutôt de procédure. Information confirmée par Draman Tou, le directeur général du CIAO, qui met cette situation sur le compte du changement entre 2016 et 2017 des textes fixant les procédures de passation des marchés publics au Burkina Faso. Jusqu'en 2018, où le conseil d'administration de l'époque, qui avait un autre président, a pris la délibération pour demander la régularisation de cette dépense qui n'avaient pas suivi les procédures indiquées parce qu'elles étaient méconnues par les financiers qui devraient faire ça. Tout est mis en œuvre par l'État pour le règlement de ce passif, rassure-t-il. Ce cas illustre bien ce qui se passe à certains niveaux de l'administration publique burkinabé. Ce médecin en a fait aussi les frais. Sorti de la faculté de médecine de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou en 2015, il a obtenu une bourse pour sa spécialisation en oncologie radiothérapie au Maroc. Mais son dossier validé par l'État chérifien et transmis à l'administration publique burkinabé restera introuvable plusieurs mois durant, lui faisant perdre une année. Il garde encore un amer souvenir de cette étape de sa carrière. Je dirais que plus ou moins on a été victime de cette lourdeur parce que voilà, ça nous a mis un peu en retard. Et bon, on a certes fini la spécialité, mais on a perdu une année avant d'y aller. Nous apprenons qu'après lui, un autre groupe de médecins a subi le même calvaire, perdant ainsi 2 années avant d'obtenir récemment son ticket pour une spécialisation hors du pays. Pour Thomas Bagemzanré, entrepreneur et ancien maire de la commune de Kindi, dans la région du centre-ouest, certaines lourdeurs administratives sont sciemment créées par des agents publics en vue d'exiger de l'argent aux usagers. Un paysan qui quitte de ta collectivité, qui quitte 30 km, 20 km, pour venir prendre un papier, vous arrivez, au lieu de lui tirer pour le remettre, vous lui dites qu'il faut revenir dans 2 jours. Et le type, finalement, finit par se dire, ah, si est-ce que je vois un tel ne va pas voir un tel pour prendre 5 francs ou 500 francs ou quoi, pour que on puisse tirer finalement mon acte de naissance de mon enfant pour moi. Avec l'association des municipalités du Burkina, nous étions arrivés à discuter chaque fois avec le ministre des Finances pour essayer donc de diminuer les lourdeurs administratives. Et il fut un moment où nous avons fait le point des lourdeurs administratives. On se retrouvait après d'une 60aine de lourdeurs administratives. 60 dans la chaîne de paiement. Du côté de l'AJB, l'association des journalistes du Burkina, la presse, dans sa quête de l'information, est aussi confrontée à cette lourdeur administrative qui s'apparente à ceci. Lorsque quelqu'un n'a pas envie de donner l'information et que vous lui en faites la demande, la personne naturellement va trouver des moyens de vous faire traîner. Donc en vous disant peut-être qu'il va se référer à un supérieur. D'abord, très souvent, ce qu'on demande aux journalistes, c'est quoi? Il faut envoyer un protocole de questionnaire. Alors que vous avez juste besoin de voir quelqu'un, de vous entretenir avec la personne, peut-être 5-10 minutes, ça pose problème. Voilà, donc ça joue sur la qualité de l'information. Par moment, c'est tout simplement que vous êtes dans l'incapacité même de produire votre article, parce qu'il peut être la principale source dont vous avez besoin pour pouvoir faire votre travail. Comme vous pouvez le constater, plusieurs secteurs du pays sont affectés par ce phénomène. Ces acteurs s'accordent donc sur la nécessité de changer la donne. Ils nourrissent tous l'espoir que les lignes vont bouger, surtout après le discours tenu par le capitaine Ibrahim Traoré le 2 octobre dernier face aux secrétaires généraux des ministères. Chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Le changement de paradigme prôné par le capitaine Ibrahim Traoré devrait s'intéresser évidemment au terrain sécuritaire où les investissements croissent d'année en année, mais les résultats, eux, demeurent minces.
tenez-vous bien, de plus de 200 milliards de francs CFA en 2018. Le secteur absorbe en 2022 près de 500 milliards de francs CFA. Mais malheureusement, la majeure partie de ce budget va dans les dépenses de fonctionnement, alors que le pays manque de logistique adéquate pour venir à bout du terrorisme. C'est le sujet de la chronique économie de ce lundi. On reste avec Archimède Boy. L'évolution des dotations budgétaires liées à la défense et à la sécurité au Burkina Faso ont connu une hausse de 2018 à 2022. Les montants sont passés de plus de 200 milliards à près de 500 milliards de francs CFA. Cependant, cette augmentation budgétaire n'améliore pas la situation sécuritaire, constate le dernier rapport du CIFOEB et d'Oxford Policy Management. Ce document publié en juillet dernier lie cela au fait que les crédits budgétaires sont à majorité alloués aux dépenses de fonctionnement des secteurs défense-sécurité au moment où le pays manque d'armement adéquat pour endiguer l'hydre terroriste. Une situation que ces structures initiatrices de l'étude qualifient de paradoxe sécuritaire. Pour démontrer cette incohérence entre dépenses militaires et efficacité de la lutte contre le terrorisme, le CIFOEB et Oxford Policy Management s'appuient sur une enquête de l'ISS, l'Institut d'études de sécurité de Bamako. Selon cet institut, du 25 janvier au 8 avril 2022, soit en 100 jours, le Burkina a enregistré 610 attaques terroristes, occasionnant 567 morts. L'autre secteur qui a connu une hausse de son budget selon cette étude, c'est l'agriculture. Le budget est passé de 8,1% à 9,7% dans la loi de finances ajustée de 2022, un supplément lié à la crise alimentaire actuelle. Ils expliquent cela par le fait que le secteur agricole est l'un des secteurs qui est très impacté par la crise sécuritaire. Il y a un déplacement massif des populations rurales, donc il y a des zones entières qu'on ne cultive plus. Alors ça joue sur la production céréalière. Donc on a dû augmenter le budget de l'agriculture pour faire face, pour vraiment, par exemple, acheter des vivres. Cependant, les ajustements de budget n'ont pas permis d'améliorer la part dédiée à la santé. Or, l'indice de sécurité sanitaire mondial indique que le pays ne dispose pas d'un système de santé robuste capable de faire face aux différents défis sanitaires. Restons dans le domaine des finances où les acteurs se mettent à niveau. Depuis l'avènement du coup d'État du 30 septembre dernier, ce sont les secrétaires généraux qui assurent les affaires courantes dans les ministères et départements. Leurs pouvoirs ont été renforcés à travers une ordonnance du capitaine Ibrahim Traoré. Comment maîtriser ces nouvelles procédures budgétaires? C'est tout le sens de cette rencontre organisée par le ministère des Finances. Océan d'abonnés, Arsène Konditamdi. Dans cette salle de réunion de la Direction générale du Trésor, les acteurs de la chaîne de la dépense publique et la Direction générale du budget accordent leur violon. Il s'agit pour les personnes responsables des marchés, les agents comptables et autres d'harmoniser les compréhensions des différents textes pris par les nouvelles autorités en ce qui concerne l'expédition des affaires courantes. Il s'agit notamment de l'ordonnance portant habilitation des secrétaires généraux pour l'exécution du budget et les circulaires portant sur les orientations pour la gestion budgétaire et la clôture du budget. Face à l'impératif d'aller vite au regard des priorités et urgences du moment, telles que souhaitées par les nouvelles autorités et les exigences liées aux opérations budgétaires, notamment les questions de procédure et des délais, plusieurs interrogations vous taraudent certainement l'esprit et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales de cette concertation qui permettra
également de recueillir les préoccupations spécifiques des uns et des autres pour une meilleure prise en charge. Le secrétaire général du ministère en charge de l'économie et des finances espère que cette rencontre va permettre aux différents acteurs de comprendre davantage les nouveaux textes en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement. Direction Bobo Dioulasso, où la ville manque de façon criarde d'infrastructures routières dignes de ce nom. Plusieurs routes dites stratégiques sont impraticables du fait de leur dégradation avancée. Face au phénomène qui ralentit les activités économiques, la délégation spéciale décide de donner un peu de confort aux usagers. Le reprofilage de certaines voiries est entamé au grand bonheur des Bobolais. Kouka Tomayao, surtout Justin Dabiri. Un goudron complètement dévasté par les nids de poules, des routes quasi impraticables, la capitale économique du Burkina Faso, carrefour stratégique, des échanges commerciaux de la sous-région ouest africaine n'est que l'ombre d'elle-même en termes d'infrastructures routières. Sur cette voie qui longe l'aéroport international de Bobo Dioulasso en allant au quartier Belleville, il faut une gymnastique aux usagers pour éviter les nids de poules. Pour pouvoir passer là, il faut pouvoir vous réguler. Souvent même ça peut être des accidents. Bon, si vraiment si l'État pouvait voir, ils vont essayer de revoir la voie là. Sinon vraiment, ça va être très très pratique. Et puis bon, avec cette dégradation de route là, vraiment, c'est pas joli à voir. C'est la croix et la bannière aussi pour les usagers de cette voie principale qui permettent d'accéder au secteur 24 et 33. Cette même voie permet également aux populations d'avoir accès au centre de santé et de promotion sociale CSPS du secteur 24. Il faut dire que la voie, ça joue sur également la fréquentation du CSPS. Voilà, puisque si la voie est bien faite, je me dis que le transport des malades serait facile aussi. Voilà, sinon, ça joue très bien sur l'état, encore l'accessibilité du CSPS. Ça joue sur toutes les choses. Ça joue sur nos motos, ça joue sur nos véhicules, ça joue sur nous-mêmes. D'ailleurs, même dans la saison pluvieuse, même si tu veux passer, une fois que la pluie te trouve sur le goudron, il faut que tu arrêtes, la pluie coupe avant que tu traverses, sinon ça ne peut même pas partir. En attendant la fin du calvaire des usagers de la route principale menant au secteur 24, ceux du secteur 25 peuvent avoir un moment de répit. La voie qui permet d'avoir accès au quartier a connu un reprofilage. Nous sommes très contents et nous remercions les autorités. Nous les encourageons à poursuivre pour que la route finisse. À partir du stade de Gaulle, derrière la station Total, sincèrement, de là-bas jusqu'ici, avec le véhicule, même si tu prends, tu peux faire au moins une heure de temps sans arriver, parce qu'il y avait tellement de trous. Pour le président de la délégation spéciale de la commune de Bobo Dioulasso, le projet de reprofilage de certaines voies vise à fluidifier la circulation dans la ville de Bobo Dioulasso. Si nous voulons développer la commune de Bobo Dioulasso, nous devrions permettre aux populations de pouvoir circuler librement, de pouvoir emprunter des axes qui ne leur causent pas en tout cas des soucis. Donc la délégation spéciale dans son ensemble a compris les enjeux qu'il y a autour de la réparation en tout cas de nos routes, et nous avions à notre niveau, au niveau de l'exécutif, instruit les services techniques pour qu'ils puissent essayer de désengorger certains axes. Ces opérations de reprofilage prennent en compte tous les arrondissements de la commune de Bobo Dioulasso et vont s'étaler sur plus de 500 km de route en terre stratégique d'ici la fin de l'année 2022. À l'arrondissement 1 de Ouagadougou, on a attendu en vain les autorités municipales pour la réhabilitation de l'avenue Ouézin Koulibaly. Face donc à cette absence de réaction de l'autorité, c'est un citoyen qui sacrifie ses biens. Il se nomme Mathias Zida. Il a vendu des biens personnels pour financer la réhabilitation de cette voie qui fait des victimes à longueur de journée. Amadou Diko, Océana Daboné, Sandrine Zougouri. Après le cri de cœur lancé au gouvernement pour la réfection de l'avenue Ouézin Koulibaly sans succès, ces jeunes décident d'unir leurs forces pour redonner un autre visage à la voie. À l'aide de béton, ils s'attellent à boucher les nids de poules, souvent à l'origine de plusieurs accidents. Victime de la dégradation de l'avenue, Zida Mathias, imprimeur, s'est engagé à participer au financement des travaux de réhabilitation. L'idée est d'arriver à réduire les cas d'accidents sur cette partie de la route
beaucoup fréquentée par les élèves. Cette voie fait beaucoup de victimes et en plus c'est la rentrée scolaire. Si on ne bouge pas les trous là, nos petits frères, nos enfants, ils vont tomber dedans et se casser les pieds. Donc voilà pourquoi j'ai décidé avec mes collaborateurs apporter mon soutien à cette voie-là. Et sur tous les autres voies aussi. Même moi-même que vous voyez là, tout ça, c'est sur la route là. J'ai fait cet accident-là, dans un trou. Donc quand je vois un trou comme ça, mon cœur palpite. Quand je viens de mon imprimerie, j'avais de vieilles machines qui ne me servaient plus. Donc j'ai décidé de les vendre avec une petite voiture Peugeot qui était gâtée. Quand je les ai vendues, j'ai recoupé un peu les sous là. Je sais qu'il peut payer ses agrégats et le ciment là, faire quelque chose. Donc c'est venu de la vente des vieilles machines. À travers cette initiative citoyenne, ces jeunes, en majorité ressortissants de l'arrondissement 1, veulent inviter la population à jouer leur partition sans attendre l'État. Elle se veut aussi une occasion pour interpeller les autorités à se pencher sur l'avenir de l'avenue Wezen Coulibaly à Ouagadougou. J'invite toute la jeunesse, tout le monde, de tous les arrondissements. Faisons quelque chose. Souvent, on n'a pas besoin de beaucoup. Un petit pas. Et si tout le monde prend le pas là, c'est le développement assuré. Et ce que je peux dire à Eboumab, c'est que vraiment, il nous aide. C'est qu'il fait beaucoup pour ce pays-là. Il fait beaucoup. Et plein d'autres. Beaucoup de personnes font beaucoup pour le Burkina. Donc j'aimerais seulement s'il peut nous aider. Nous, on avait juste besoin de le camion là, le camion qui mélange les bétons là. Au lieu qu'on coupe la voie là, si nous on a un camion, on prépare le béton là quelque part, on remplit dans le camion et puis on se promène, on bouge tous les trous sur les voies là. Ces actions de réhabilitation sont appréciées à sa juste valeur par les habitants du quartier Kamsongé. Je suis contente. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais contente et je suis venue pour participer puisque moi aussi je fais partie du quartier. Donc, raison pour laquelle je suis venue pour aider aussi à travailler puisque c'est une bonne initiative. Voilà. Conscients que leurs actions sont temporaires, les jeunes espèrent à une solution pérenne. Les défis politico-sécuritaires actuels expliqués aux étudiants de l'Université Joseph Kizerbo, une conférence publique organisée sous le thème « Intégration régionale africaine à l'épreuve des crises politico-sécuritaires ». On en sait plus avec Justin Amonto. C'est une conférence pour échanger sur la situation politico-sécuritaire dans la zone CEDEAO. À l'université Joseph Kizerbo, étudiants et experts échangent sur le thème « Intégration régionale africaine à l'épreuve des crises politico-sécuritaires ». Une rencontre initiée par SBDC, Société burkinabé de droit constitutionnel, en collaboration avec Pôle d'excellence africain Africa Multiple de l'université Joseph Kizerbo. Objectif, entretenir ces jeunes étudiants sur les défis politico-sécuritaires du moment. L'objectif, c'est effectivement d'informer d'abord en réunissant des experts pour entretenir cette jeunesse, pour entretenir ces étudiants, parce que le public en majorité est estudiantin, pour entretenir cette jeunesse estudiantine autour des questions, mais sous un angle technique, en quittant, comme je l'ai dit, les débats parfois passionnés pour mener une réflexion assez scientifique sur ces questions qui intéressent au premier plan notre nation. Les jeunes constituent, il faut le dire, donc la relève. Il convient donc, avec des experts qui interviennent, de pouvoir assister à ces conférences-là pour tirer le maximum profit et être les relais demain. Dans les échanges, il ressort que la barrière des frontières entre les États de la CEDEAO rend inefficace la lutte contre le terrorisme. Les groupes armés se jouent des frontières et les groupes armés arrivent à faire tomber cette barrière de frontières pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et globalement, ce que nous devons retenir, c'est que la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de la CEDEAO doit être accompagnée d'une protection des populations et d'une garantie de sécurité des populations qui sont amenées à circuler librement au sein de la CEDEAO. Certains étudiants veulent, à travers cette rencontre avec ces experts, connaître le niveau de la crise sécuritaire au Burkina Faso. En tant qu'étudiante en droit international, je me dois de savoir ce qui se passe dans le pays, comprendre le niveau de la crise sécuritaire qui sévit au Burkina Faso. Ce cadre d'échange
est donc favorable pour mener des réflexions concrètes sur l'apport de la CEDEAO et d'autres organisations dont fait partie le Burkina Faso, afin de réfléchir et venir à bout des crises politico-sécuritaires. Et justement, la crise politico-sécuritaire qui plombe l'économie du pays et le secteur touristique en fait les frais de 3% en 2015. La contribution du tourisme au PIB du Burkina Faso a régressé à moins d'1% en 2022. À Bobo Dioulasso, les acteurs pensent à trouver de nouvelles stratégies. Le week-end dernier, opérateurs culturels et touristiques de la région et responsables du Fonds de développement culturel et touristique étaient en concertation pour réfléchir sur les priorités du prochain appel à projets spécifiques à la région des Hauts-Bassins. Majid Bakouan. C'est une rencontre entre le FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique, et les acteurs culturels de la région des Hauts-Bassins. Ils discutent ici sur les priorités du prochain appel à projet spécifique de la région. Un appel à projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle. Dans le cadre de ce programme, il y a des appels à projets que nous devons faire pour pouvoir subventionner des projets structurants. Et notamment au niveau des Hauts-Bassins, il était prévu 2 appels à projets. Sur la base de ça, nous avons souhaité pouvoir lancer un appel assez consistant, donc, qui prend en compte les ressources de l'année 2 et 3 du programme, afin de pouvoir accompagner les acteurs. C'est pour ça que nous avons initié cette rencontre pour écouter ces acteurs-là sur les préoccupations, les priorités de l'appel à projet. Quelles sont les forces et faiblesses, c'est sur quel aspect. Donc, au niveau de la chaîne de valeur, par exemple, ils souhaitent qu'on mette l'accent. Est-ce que c'est la création, c'est la production, c'est la distribution de biens et services culturels? Qu'est-ce qui pose problème? Et il faut accompagner conséquemment les acteurs. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de décentralisation du Fonds de développement culturel et touristique, toute chose qui réjouit les acteurs culturels de la région des Hauts-Bassins. L'antenne avec ce premier appel sera quand même, ça se fera et bon, on ne peut que saluer. Donc ce travail de ce matin, on est là, c'est vraiment des acteurs qui vont réfléchir encore. Voilà, c'est de façon participative, comme le voudrait quand même le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance et tout ça. Donc on va aussi proposer ce qu'on pense et puis je pense qu'après, il y aura des propositions qui seront prises en compte et c'est comme ça que l'appel sera lancé. Je pense que c'est une initiative assez salvatrice dans la mesure où, comme vous le savez, le secteur de la culture est en souffrance par rapport en fait aux sources de financement. Donc cette initiative en tout cas vient, je dirais, à point nommé, car elle permettra en tout cas de soulager les acteurs culturels pour en tout cas le financement des projets qu'ils ont à leur niveau. Le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance culturelle est financé par l'Union européenne à plus de 2 milliards de francs CFA. Il concerne 3 domaines, à savoir les arts de la scène, le cinéma, les arts plastiques et appliqués. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus précisément depuis le secteur 4 de la ville de Dano dans le Yoba. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.